Et si, dans une simple photo de classe, se cachait un secret que personne n'a vu pendant plus de 40 ans? À Clermont-Ferrand, en 1943, une institutrice a pris une décision qui aurait pu lui coûter la vie. Elle a ajouté un nom sur la liste, celui d'un enfant qui n'existait pas. Pendant des mois, elle a risqué tout ce qu'elle avait pour protéger ce garçon que le monde refusait de voir. Mais des années plus tard, quand cette photographie a refait surface dans les archives municipales, on a enfin compris la vérité que l'image cachait depuis toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de ce que tant de femmes et d'enfants ont réellement vécu pendant la guerre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Parce que chaque lieu a ses propres histoires de courage et de compassion, et la vôtre compte aussi. Cette photographie a été retrouvée dans les archives municipales de Clermont-Ferrand en 1987, classée sous la mention École 1940-1945, et pendant 44 ans, personne n'y avait vu ce qu'elle cachait vraiment. 34 enfants en 3 rangées, une maîtresse au centre avec son manteau de laine claire, les mains croisées, et au bout de la 2e rangée, un garçon qui regarde ailleurs. Pas la caméra. La caméra ne l'intéresse pas. Ses yeux fixent l'ombre de la maîtresse projetée sur le sol, comme s'il cherchait un abri dans cette forme noire étalée sur les pavés. Son pull est trop grand, ses bottines usées, et surtout, il n'a pas de tablier scolaire comme les autres. Mais ce n'est pas la différence de vêtements qui trahit l'erreur. C'est ce regard qui sait déjà qu'il ne devrait pas être là. Et pourtant, il y est. Parce que ce matin d'octobre 1943, Jeanne Morin, 31 ans, fille d'un cheminot et institutrice à l'école des filles depuis 7 ans, a pris une décision qui aurait pu la faire fusiller. Elle a inscrit un nom qui n'existait pas dans le registre de présence. Mathieu Ray. Un prénom français, un nom que le garçon savait prononcer. Simple, efficace, faux. Le vrai nom du garçon est Matteo Riera. 8 ans. Fils d'Anna Riera, réfugié espagnol arrivé en France en 1939 après avoir traversé les Pyrénées avec des centaines d'autres qui fuyaient la guerre civile. Les registres de la Croix-Rouge confirment que 847 réfugiés espagnols se trouvaient à Clermont-Ferrand entre 1939 et 1943, et Anna était l'une d'eux. Elle lavait le linge pour les familles du quartier, 45 francs par semaine, alors que le pain coûtait 3 francs 50 le kilo. Le père de Matteo, Julian, ancien typographe républicain, vivait caché depuis qu'un voisin l'avait dénoncé pour avoir imprimé des tracts au début de l'occupation. Après une descente dans leur logement, mère et fils avaient commencé à se cacher une nuit sur 2 dans les caves des voisins. Changer d'endroit, ne jamais rester, survivre. Ce matin-là, il pleut. Jeanne arrive à l'école avant la cloche, comme toujours. Elle aime ce moment où les couloirs sont encore vides, où elle peut préparer la classe sans le bruit, sans les questions. Elle dispose les ardoises, compte les bouts de craie qui restent, vérifie les cahiers de présence. 23 écoles de la région sont sous supervision spéciale depuis 1942, selon les archives départementales. L'école des filles en fait partie. Il faut tout noter, tout justifier, tout prouver. Puis elle entend des pas rapides dans le couloir. Une femme apparaît à la porte. Cheveux mouillés, manteau trempé, un garçon par la main. Jeanne reconnaît Anna Riera. Elles se sont croisées 2 fois au marché, échangé quelques mots polis, rien de plus. Anna travaillait pour Madame Bertrand, une cliente que Jeanne connaissait vaguement. Anna ne perd pas de temps. Mademoiselle, il a juste besoin de rester quelque part où personne ne le cherche. Jeanne regarde le garçon. Il a les yeux baissés, les épaules rentrées, les mains enfoncées dans les poches de son pull trop large. Il ne tremble pas. Il ne pleure pas. Il attend, comme quelqu'un qui a appris à ne rien attendre. Jeanne ne demande pas de papier. Elle ne demande pas combien de temps. Elle sait lire ce qui n'est pas dit. La faim, la peur. Une mère sur le point de disparaître pendant quelques jours pour trouver un nouveau refuge. Elle hoche la tête. Laissez-le. Anna serre brièvement le bras de son fils, puis disparaît dans la pluie sans un mot de plus. Jeanne referme la porte.
Le garçon reste immobile au milieu de la classe vide. Elle s'approche, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Comment tu t'appelles ?»« Matteo. » Elle réfléchit 3 secondes. « Ici, tu t'appelleras Mathieu. Mathieu Ray. Tu peux retenir ça ?» Il hoche la tête. Jeanne se relève, va au tableau, écrit le nom à la craie. Mathieu Ray. Elle le regarde. Répète. Mathieu Ray. Bon, elle ouvre l'armoire. Sort un tablier qui appartenait à un élève évacué le mois dernier. Elle le lui tend. Mets ça. Pendant qu'il enfile le tablier, Jeanne ouvre le tiroir de son bureau, sort son propre sandwich préparé le matin, le coupe en 2, en donne une moitié au garçon. Il refuse d'abord, secoue la tête. Elle insiste. Mange. Il obéit, mais lentement, comme s'il volait quelque chose. Les autres élèves commencent à arriver. Jeanne se tient devant la porte, surveille l'entrée. Louis Perrier, 9 ans, fils du boulanger. Hélène Pujol, 8 ans, cheveux en tresse, toujours la première à lever la main. Michel Garnier et Robert Dumas, les 2 qui parlent trop fort et rient trop vite. 32 enfants en tout, 33 maintenant. Elle les fait asseoir. À l'appel, elle ajoute simplement, sans emphase, « C'est Mathieu. Il est nouveau. » Il s'assoit là. Elle désigne une place au fond, à côté de Louis. Personne ne pose de questions. Les enfants acceptent ce que les adultes décident. Mais à la récréation, Michel s'approche de Matteo dans la cour. Il parle bizarrement, chuchote-t-il à Robert. Écoute comment il dit les R. Matteo ne répond pas. Il reste près du mur, les mains dans les poches. Hélène, qui a entendu, s'approche. Laisse-le tranquille, Michel. Toi aussi tu parles bizarrement quand tu as peur. Jeanne observe depuis la fenêtre de la classe. Elle voit Michel hausser les épaules et partir. Elle voit Matteo qui ne bouge toujours pas. Elle voit Hélène qui reste à côté de lui, même si elle ne dit rien. L'après-midi, pendant la leçon de lecture, Jeanne distribue les livres. Elle pose celui de Matteo devant lui, ouvre à la première page. Lis. Il hésite. Regarde les lettres comme si elles étaient des ennemis. Jeanne attend. Louis, assis à côté, murmure doucement les syllabes. Le chat. Matteo répète. Le chat. Très bien. Continue. Il lit, lentement, avec un accent qui transforme chaque mot, mais il lit. À la fin de la page, Jeanne hoche la tête. Bien. Elle ne dit pas excellent, elle ne dit pas parfait. Elle dit juste bien, parce que c'est vrai. Mais ce soir-là, seule dans sa chambre, Jeanne ne dort pas. Elle est allongée dans le noir, les yeux ouverts, et repasse mentalement tout ce qui pourrait mal tourner. Le registre de présence, l'appel quotidien, les inspections, le nouveau contrôleur scolaire, Monsieur Vachon, qui vérifie tout, note tout, compare tout. Elle se lève à 3 heures du matin, comme elle le fera chaque nuit pendant des mois, et relit les listes. 33 noms. Un de trop. Mais lequel? Le lendemain matin, Jeanne se présente au bureau de la directrice, Madame Berthe Lalo, une femme sèche de 52 ans qui dirige l'école depuis 1938. Berthe surveille les chiffres et les tampons avec une précision administrative qui terrifie les autres enseignantes. Jeanne frappe à la porte. Entre. Elle explique, sans détour. Un élève de plus. Mathieu Ray. La classe avait perdu 2 enfants évacués le mois dernier. Un de plus équilibre les comptes. Berthe la fixe par-dessus ses lunettes rondes. Les minutes du conseil pédagogique de septembre 1943 mentionnent effectivement que Berthe avait demandé une flexibilité documentaire en temps de guerre. Elle sait. Elle a toujours su. Mais elle ne peut pas savoir officiellement. Fais-le étudier comme les autres. C'est tout. Pas de questions. Pas de promesses. Juste un accord silencieux entre 2 femmes qui ont compris que parfois, ne pas voir est la seule forme de courage possible. Les semaines passent. Matteo apprend. 6 semaines plus tard, il lit couramment, selon le bulletin scolaire retrouvé en 1998 dans les archives familiales de Jeanne. Lecture. Excellent. Comportement.
exemplaire. Mais ce que le bulletin ne dit pas, c'est qu'il ne pleure jamais. Même quand Michel le pousse dans la cour et qu'il tombe sur les genoux. Même quand il se coince les doigts dans la porte de l'armoire. Il serre les dents, se relève, continue. Louis remarque. Un jour, à la récréation, il s'assoit à côté de Matteo sur le banc près du mur. « Tu sais jouer aux billes ?» Matteo secoue la tête. Louis sort 3 billes de sa poche. « Je vais te montrer. » Hélène, de son côté, partage son encre pendant les leçons d'écriture. « Pourquoi tu écris toujours si serré ?» demande-t-elle un jour. « Pour pas gâcher le papier. » Elle le regarde, surprise. On en a assez. Matteo ne répond pas, mais le lendemain, il écrit un peu plus large. Un soir, alors que Jeanne reste tard pour corriger des cahiers, elle trouve un dessin glissé entre les pages de celui de Matteo. Une femme grande, très grande, avec les bras ouverts devant des enfants minuscules. Elle comprend. Range le dessin dans son tiroir. Le gardera jusqu'à sa mort. Mais tout n'est pas simple. La nuit, Matteo dort dans un coin du grenier de Madame Couderc, une voisine de 63 ans qui risque son Celeiro sans rien demander en échange. Certaines nuits, il se réveille trempé de sueur, le drap mouillé sous lui. Il a honte. Il lave lui-même le drap dans la bassine, avant que Madame Couderc ne le voie. Les études psychiatriques menées après la guerre confirmeront que 40% des enfants réfugiés souffraient d'énurésie nocturne due au stress extrême. Anna vient parfois, très tôt le matin, avant que les rues ne se remplissent. Elle se cache dans l'entrée de service de l'école et attend que Jeanne descende chercher du bois pour le poêle. Elle parle à voix basse. « Comment va-t-il » Il apprend. « Il mange » Oui. Anna tend alors un petit paquet enveloppé dans du papier journal. « Pour vous. » Jeanne refuse. « Gardez ça pour lui. » Anna insiste. Ses mains saignent à force de frotter le linge dans l'eau glacée de la lavanderie de l'hôpital où elle travaille maintenant, un environnement plus sûr et moins contrôlé que les maisons privées. Un matin de novembre, Anna ne vient pas, ni le lendemain, ni le surlendemain. Jeanne sent le froid dans son ventre. Elle sait ce que le silence signifie. Une semaine plus tard, un homme frappe à la porte de l'école après les cours. C'est Henri Morin, le père de Jeanne, cheminot à la retraite. Il a appris quelque chose par un collègue qui travaille encore sur la ligne Clermont-Riom. Une femme espagnole, cheveux noirs, manteau brun, a été vue sautant d'un wagon près de Riom. Certains disent qu'elle a réussi à fuir dans les bois. D'autres disent qu'elle est tombée sur les rails. Jeanne ne pleure pas. Elle écoute, remercie son père, referme la porte, puis elle monte au grenier de Madame Couderc ce soir-là. Matteo est assis sur le matelas, les genoux repliés contre la poitrine. Elle s'assoit à côté de lui. « Ta maman est partie pour un moment. Je ne sais pas quand elle reviendra. Mais toi, tu restes ici. Tu continues l'école. Tu continues de lire. D'accord ?» Il hoche la tête, puis demande, d'une voix si basse qu'elle l'entend à peine. « Elle va revenir ?» Jeanne ne ment pas. « Je ne sais pas. » C'est la première nuit où Matteo pleure. Silencieusement, le visage enfoui dans l'oreiller pour que personne n'entende. Pendant ce temps, le nouveau contrôleur scolaire, M. Vachon, multiplie les visites. Un homme de 48 ans, méticuleux, qui porte toujours une mallette en cuir et un carnet où il note chaque détail. Il arrive à l'improviste, demande les registres, vérifie les présences, compare les noms avec les listes de la mairie. 23 écoles de la région sont sous cette supervision spéciale depuis 1942, et Vachon prend son travail très au sérieux. Un jour de décembre, il annonce à Berthe qu'il veut une photographie officielle de chaque classe, pour le registre administratif. Les mots résonnent comme une sentence. Jeanne, appelée dans le bureau, sent son cœur s'arrêter. Une photo. Une preuve. Une trace impossible à effacer. Mais refuser serait pire. Cela éveillerait les soupçons. Berthe et Jeanne échangent un regard. « On organisera ça la semaine prochaine ?» répond calmement la directrice. Cette nuit-là, Jeanne ne dort pas du tout. À 3 heures, elle est debout, assise à sa table, une feuille devant elle. Elle écrit des noms, les barre, recommence. Elle calcule des positions,
dessine des croquis de rangée. Comment cacher quelqu'un dans une photographie sans le cacher vraiment? Le jour de la photo arrive. Jeanne habille les enfants avec les meilleurs tabliers disponibles. Pour Matteo, elle improvise. Le pull est trop usé, trop grand, trop différent. Elle prend alors un ruban bleu qu'elle avait reçu dans un gâteau à une foire, l'attache autour du col du pull, crée une sorte d'uniforme improvisé. Elle positionne les enfants en 3 rangées. Matteo au bout de la 2e rangée, légèrement derrière Hélène. Pas au centre. Pas trop visible, mais présent. Parce que l'absence serait pire que la présence discrète. Le photographe installe son trépied. Vachon observe depuis l'entrée, satisfait de voir l'ordre apparent. Jeanne tend un livre ouvert à chaque enfant, sans titre visible sur les couvertures. Elle colle une feuille près du tableau noir, avec la liste des noms écrits à la craie. Mathieu Ray y figure comme s'il avait toujours existé. Elle effacera cette liste juste après. « Regardez l'objectif », dit le photographe. 33 paires d'yeux se tournent vers la lentille. Sauf une. Matteo regarde l'ombre de Jeanne projetée sur le sol. Parce que l'ombre, au moins, ne peut pas le trahir. Le flash crépite. La photo est prise. Vachon hoche la tête, satisfait. Les registres d'inspection du 12 novembre 1943 confirment 34 élèves présents, documentation en ordre, signée par Vachon lui-même. Mais ce que personne ne voit, c'est que dans un coin de l'image, presque hors du cadre, le badge métallique accroché à la porte brille faiblement. Un rappel silencieux que les inspections sont constantes, que le danger ne part jamais vraiment. 3 jours après la photographie, Vachon revient. Cette fois, il n'est pas seul. 2 hommes du bureau de la préfecture l'accompagnent. Jeanne les voit arriver par la fenêtre de la classe et son sang se glace. Elle connaît ce type de visite. Elles ne finissent jamais bien. Mademoiselle Morin, nous devons vérifier les identités. Tous les élèves. Un par un. Jeanne hoche la tête. Bien sûr. Mais elle sent ses mains trembler. Elle les cache derrière son dos. Puis elle a une idée. Une idée terrible et désespérée. Messieurs, j'ai justement prévu une leçon de science dans la cave. Nous allons observer des racines d'oignons. Les enfants attendent depuis ce matin. Pourrions-nous faire cela après? Vachon fronce les sourcils, mais l'un des hommes de la préfecture regarde sa montre. Nous avons 3 autres écoles aujourd'hui. Nous reviendrons demain. 14h30. Préparez tous les dossiers. Ils partent. Jeanne ferme la porte, s'appuie contre le bois, respire profondément. 24 heures. C'est tout ce qu'elle a. Elle descend à la cave avec les enfants, comme promis. Ils observent vraiment des racines d'oignons, parce que mentir complètement est plus risqué que mentir à moitié. Pendant que les enfants dessinent les racines sur leurs ardoises, Jeanne n'entend des pas dans le couloir au-dessus. Elle tend l'oreille. Puis la porte de service s'ouvre en haut des marches. C'est Anna. Elle apparaît dans l'encadrement, le visage marqué par l'épuisement, le manteau déchiré à l'épaule. Jeanne monte rapidement les marches pour l'empêcher d'entrer plus loin. Les enfants ne doivent pas la voir. Anna parle vite, à voix basse. Julian a été pris. Ils l'ont trouvé dans une imprimerie abandonnée près de la gare. Je dois partir ce soir. Je ne peux plus rester. Jeanne comprend. Et Matteo. Anna hésite. Ses yeux se remplissent de larmes qu'elle ne laisse pas couler. Gardez-le. S'il vous plaît. Juste jusqu'à ce que je trouve un endroit sûr. Mais toutes les deux savent que cet endroit sûr n'existe peut-être pas. Jeanne hoche la tête. Il restera. Je vais le garder après les cours. Madame Couderc peut encore l'héberger cette nuit. Demain, je trouverai autre chose. Anna sort alors une lettre de sa poche. Si je ne reviens pas, donnez-lui ça quand il sera assez grand. Elle hésite, puis ajoute, la voix brisée. Dites-lui que sa mère n'était pas assez forte. Jeanne prend la lettre. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Anna disparaît dans la nuit sans embrasser son fils, parce que le voir aurait été insupportable. Le lendemain, 14h30 précise, Vachon revient avec les 2 hommes. Jeanne a préparé tous les dossiers. Elle a passé la nuit à coller des exercices de Matteo sur des pages vides d'un cahier de réserve, créant un dossier qui ressemble exactement à tous les autres.
Le nom Mathieu Rey figure sur la couverture avec une calligraphie soigneuse. Il commence par le début de l'alphabet. Chaque enfant est appelé, doit lire quelques lignes, répondre à des questions simples. Nom, âge, adresse. Jeanne observe, le cœur battant. Les enfants répondent bien. Louis est calme. Hélène sourit même. Michel, qui avait taquiné Mathéo au début, reste sérieux. Puis vient le tour. Mathieu Rey. Mathéo se lève. Il porte le pull avec le ruban bleu, celui de la photo. Il s'avance vers le tableau. Jeanne voit ses épaules tendues sous le tissu trop large. Elle voit ses mains crispées le long de son corps. « Lisse !» ordonne Vachon en désignant une ligne dans le manuel. Mathéo regarde les mots. La, mer, bleu, c'est, temps, à, l'un, fi, ni. Sa voix tremble un peu sur certaines syllabes, mais il lit. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. La classe entière répète avec lui, à voix basse. La mer bleue s'étend à l'infini, comme un cœur, comme une protection collective. Jeanne n'a pas organisé ça. Les enfants l'ont fait d'eux-mêmes. Vachon fronce les sourcils. Silence. Il se tourne vers Mathéo. « Ton adresse ?» Mathéo hésite. C'est la question qu'ils ont répétée 100 fois. Mais maintenant, avec 3 hommes qui le fixent, les mots se coincent dans sa gorge. Il ouvre la bouche. Rien ne sort. Jeanne intervient rapidement. Il habite rue Blatin, numéro 12, chez sa tante. La distance exacte entre la rue Blatin et la rue des Gras est de 850 mètres, selon les cartes de l'époque. Madame Couderc habite effectivement au 12. Vachon note. Puis demande le dossier. Berthe, qui attendait dans le couloir, entre avec le cahier aux couvertures standardisées. Elle le pose sur le bureau de Jeanne. Vachon l'ouvre, parcourt les pages. Exercice de calcul. Dictée. Dessin. Tout est identique aux autres dossiers. Il referme le cahier. Bien. Suivant. Mathéo retourne à sa place. Jeanne sent ses jambes trembler sous sa jupe. Elle s'assoit discrètement, les mains sur les genoux pour cacher le tremblement. L'inspection se termine 1 heure plus tard. Vachon range ses notes dans sa mallette. Classe bien tenue, mademoiselle Morin. Les élèves lisent correctement. La directrice peut être satisfaite. Ils partent. La porte se referme. Jeanne reste immobile pendant 30 secondes. Puis elle se lève, va à la fenêtre, les regarde s'éloigner dans la rue. Ce n'est que lorsqu'ils tournent au coin qu'elle se permet de respirer vraiment. Mais le répit est court. 1 semaine plus tard, le père de Jeanne, Henri, revient avec des nouvelles. Une femme correspondant à la description d'Anna a été vue près de Riom, blessée, sautant d'un train de marchandises. Certains témoins disent qu'elle a réussi à s'enfuir dans les bois. D'autres parlent d'un corps retrouvé sur les rails, mais sans confirmation officielle. Jeanne monte au grenier ce soir-là. Mathéo est assis sur le matelas, un livre ouvert devant lui, mais il ne lit pas. Il fixe la page sans la voir. Elle s'assoit à côté de lui. « Ta maman devait partir pour te protéger. Je ne sais pas où elle est, maintenant, mais tu restes ici. Tu continues l'école. Tu continues de grandir. C'est ce qu'elle voudrait. » Il hoche la tête. Puis, après un long silence. « Elle m'a laissé quelque chose ?» Jeanne sort la lettre de sa poche. « Oui, mais elle a dit de te la donner quand tu serais plus grand, quand tu pourrais comprendre. » Il accepte. Ne demande pas à la lire maintenant. Parce qu'au fond, il sait déjà ce qu'elle dit. Les mois passent. L'hiver arrive, brutal. Le 12 janvier 1944, il neige. Les enfants jouent dans la cour avec des boules de neige. Mathéo reste près du mur, comme toujours. Mais cette fois, Michel s'approche. Il enlève son manteau, le tend à Mathéo. « Tiens, t'as l'air d'avoir froid. » Mathéo hésite. Michel insiste. « Prends-le. Je rentre chez moi dans 10 minutes de toute façon. » C'est un geste simple, ordinaire. Mais pour Mathéo, c'est la première fois qu'il reçoit quelque chose sans qu'on attende quelque chose en retour. Il prend le manteau. « Merci. » Michel hausse les épaules. « De rien, Mathieu. »
Et dans ce Mathieu prononcé naturellement, sans hésitation, Matteo comprend quelque chose d'essentiel. Il n'est plus l'étranger. Il est devenu l'un d'eux. Mais le danger n'est jamais vraiment parti. En mars, une dénonciation anonyme arrive à la préfecture. Il y a des irrégularités à l'école des filles. Vachon revient. Encore. Il vérifie les présences depuis septembre. Compare les chiffres. Interroge Berthe sur les nouvelles inscriptions. Berthe reste imperturbable. Nous avons perdu des élèves évacués. Nous en avons gagné d'autres dont les familles se sont installées ici temporairement. Les temps de guerre créent du mouvement. C'est normal. Vachon n'est pas convaincu, mais il n'a pas de preuves concrètes. Les archives sont en ordre. Les enfants lisent. Les dossiers sont complets. Il note dans son carnet, classe le dossier, part. Jeanne sait qu'ils ont eu de la chance, mais elle sait aussi que la chance ne dure jamais éternellement. Avril 1944. Les nouvelles changent. On entend parler de débarquement, de résistance qui s'organise, de l'étau qui se resserre sur l'occupation. Mais dans la classe de Jeanne, le quotidien continue. Les leçons de lecture, les dictées, les récréations où Matteo joue maintenant aux billes avec Louis et court avec les autres dans la cour. Un matin de mai, quelque chose de différent se produit. Pendant la leçon de géographie, Jeanne demande aux enfants de nommer les mers qu'ils connaissent. Hélène lève la main. La Méditerranée. Louis ajoute la Manche. Puis Matteo, pour la première fois de sa propre initiative, lève aussi la main. Jeanne le regarde, surprise. « Oui, Mathieu ?» Il hésite, puis parle. « Ma mère disait que la mer, c'est là où on ne peut plus se cacher, mais où on est libre. » La classe reste silencieuse. Jeanne sent sa gorge se serrer. « C'est très juste, Mathieu. Ta mère était une femme sage. C'est la première fois qu'il parle d'Anna au passé. » Comme s'il commençait à accepter qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Juin arrive. La nouvelle du débarquement en Normandie se répand. Les gens murmurent dans les rues. L'espoir revient, prudent, méfiant, mais présent. Vachon ne vient plus aussi souvent. Les contrôles se relâchent. Pas parce que l'administration est plus clémente, mais parce qu'elle commence à se désorganiser. Août 1944. Clermont-Ferrand est libéré. Les drapeaux apparaissent aux fenêtres. Les gens sortent dans les rues, pleurent, rient, s'embrassent. Jeanne ferme l'école pour la journée, comme toutes les autres. Elle monte au grenier de Madame Couderc. Matteo est là, assis près de la fenêtre, regardant les festivités en bas. « C'est fini ?» demande-t-il. « Pour certaines choses, oui. Pour d'autres, ça commence juste. » Il la regarde. « Je peux rester, Mathieu ?» Jeanne s'assoit à côté de lui. « Tu peux être les deux, Matteo et Mathieu. Les deux sont vrais maintenant. » Dans les semaines qui suivent, Berthe et Jeanne attendent des nouvelles de Juliane, attendent des informations sur Anna. Rien ne vient. Les registres de la Croix-Rouge sont débordés de demandes. Des milliers de familles séparées cherchent des milliers de disparus. Anna Riera ne figure sur aucune liste officielle. Ni morte, ni vivante. Juste absente. Jeanne prend une décision. Elle va voir Berthe dans son bureau. Matteo reste. Officiellement. Il termine l'année scolaire. Puis l'année suivante. Et celle d'après si nécessaire. Berthe, qui a passé toute la guerre à maintenir un équilibre impossible entre obéissance et résistance, hoche la tête. Si tu sais garder les comptes en ordre. Les comptes. Toujours les comptes. Mais cette fois, il signifie la survie, pas la collaboration. Les années passent. 1945, 1946, 1947. Matteo grandit. Il ne parle plus espagnol, sauf dans ses rêves. Il excelle en français, en mathématiques, en histoire. Il aide les plus jeunes pendant les récréations, leur apprend à lire comme on lui a appris. Jeanne le regarde devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, tout en restant lui-même. Un printemps, il plante un haricot dans un pot sur le rebord de la fenêtre de la classe. Tous les matins, il vérifie si la pousse est sortie. Et quand elle apparaît enfin, petite et verte et fragile, il pleure.
Pas de tristesse, de joie, parce que quelque chose peut encore pousser. 1. Matteo a 15 ans. Il devient assistant de bibliothèque à l'école. Range les livres, aide à l'inventaire, prépare les salles. Jeanne lui propose de continuer ses études au lycée. Il refuse. Je veux rester ici. C'est ici que j'appartiens. 2. Il passe son certificat d'aptitude pédagogique, devient instituteur auxiliaire, puis, en 1955, titulaire, à l'école des filles. La même école qu'il a cachée devient celle où il enseigne. Puis, un jour d'octobre 1956, 13 ans après son arrivée, quelque chose d'impossible se produit. Jeanne est dans sa classe, corrige des cahiers à son bureau. On frappe à la porte. Elle lève les yeux. Un homme se tient dans l'encadrement. 50 ans environ. Maigre. Une cicatrice sur le front. Il tient un journal sous le bras. Je cherche Mathieu Ray. On m'a dit qu'il enseigne ici. Jeanne se lève lentement. Qui êtes-vous? L'homme hésite. Puis, Julian Riera. Le monde s'arrête. Jeanne reste immobile pendant 3 secondes. Puis, attendez ici. Elle sort dans le couloir, monte à l'étage où Matteo donne une leçon de lecture à une classe de débutants. Elle frappe doucement. Matteo ouvre. Voit l'expression sur le visage de Jeanne. Quelqu'un est là pour toi. En bas. Il descend. Voit l'homme. S'arrête au milieu de l'escalier. L'homme le regarde aussi. Les années ont changé le garçon en homme. 21 ans maintenant. Plus grand, plus fort. Mais les yeux sont les mêmes. Matteo, murmure Juliane. Matteo descend les dernières marches lentement. Ils se tiennent face à face dans le couloir étroit. Puis Juliane ouvre les bras, maladroitement, comme quelqu'un qui a oublié comment faire. Matteo hésite, puis s'avance. Ils s'étreignent, silencieux, pendant que Jeanne remonte dans sa classe pour les laisser seuls. Ils s'assoient dans la cour vide. Julian explique par morceaux. Le camp de travail. L'évasion. Les années d'errance. La peur constante d'être repris. Il a travaillé comme maçon sous de faux noms. Marseille, Lyon, Toulouse, ne restant jamais plus de quelques mois au même endroit. Puis il a entendu parler par un cheminot d'un certain Mathieu Ray qui enseignait à Clermont-Ferrand. Il a pris le risque de venir. « Et maman ?» demande Matteo, la voix tremblante. Juliane secoue la tête. « Je ne sais pas. J'ai cherché. J'ai demandé. Personne ne sait. » Matteo baisse les yeux. Moi non plus. Ils restent assis en silence. Le père qui n'a pas pu protéger. Le fils qui a survécu malgré tout. Il n'y a pas de musique. Pas de retrouvailles parfaites. Juste 2 hommes qui essaient de comprendre comment combler 13 années de silence. Dans les mois qui suivent, Julian trouve du travail stable comme ouvrier dans une usine. Il loue une petite chambre. Propose à Matteo d'utiliser son vrai nom. Matteo réfléchit longtemps, puis décide. Je serai les 2. Matteo Riera, dit Mathieu Ray. Parce qu'effacer Mathieu serait effacer ceux qui l'ont sauvé. Et effacer Matteo serait trahir ceux qui l'ont porté. 1. Matteo épouse Hélène Pujol, la fille autresse qui partageait son encre, qui savait depuis le début qu'il était différent mais qui avait choisi de le voir comme l'un d'eux. La cérémonie est simple, dans la petite église près de l'école. Jeanne y assiste, cheveux grisonnants, sourire discret. Juliane aussi, la main tremblante sur sa canne. 2. L'école des filles fête ses 80 ans. La nouvelle directrice, Madame Garnier, organise une petite exposition dans le hall. Quelques objets historiques, quelques documents, et une photographie. Celle de 1943. 33 enfants et une maîtresse. Noir et blanc. Légèrement jauni. Matteo, désormais directeur adjoint, s'arrête devant l'image. Hélène, enceinte de leur 2e enfant, se tient à côté de lui. « Tu te souviens de ce jour ?» « Oui, j'avais peur que la caméra voie ce que j'étais vraiment. Alors j'ai regardé ailleurs. J'ai regardé l'ombre de Mademoiselle Morin. Parce que l'ombre, au moins, ne pouvait pas me trahir. » Hélène sourit.
Tu sais ce que j'ai toujours pensé? Que les ombres aussi protègent. Pas seulement la lumière. Jeanne, 81 ans maintenant, arrive avec son manteau et son sac. Elle s'arrête devant la photo, elle aussi. Regarde longuement. Puis sort de son sac un vieux cahier. Le cahier de présence d'octobre 1943. Elle l'ouvre à la page marquée. Montre la ligne où figure Mathuret. La calligraphie est légèrement différente des autres noms. L'encre un peu plus foncée, les lettres tremblantes. J'ai écrit ce nom avec la main qui tremblait. Pas parce que j'avais peur d'être prise, mais parce que j'avais peur de l'écrire mal et que tu ne reconnaisses pas ton nom quand je l'appellerai. Mathéo regarde le cahier. Puis Jeanne. Merci. C'est tout ce qu'il dit. Mais c'est tout ce qu'il y a à dire. Jeanne Morin prend sa retraite en 1964, après 33 ans d'enseignement. Pas de grande cérémonie. Juste un thé avec les collègues, quelques mots de remerciement de la directrice et une enveloppe contenant une petite prime de départ. Elle refuse la proposition de faire un discours. « Ce n'est pas mon genre », dit-elle simplement. Mais avant de partir pour la dernière fois, elle entre dans sa classe vide. S'assoit à son bureau, ouvre le tiroir du bas. Parmi les vieux cahiers et les bouts de craie, elle retrouve le dessin. Celui que Mathéo avait fait il y a 21 ans. Une femme géante avec les bras ouverts. Des enfants minuscules protégés. Elle le plie soigneusement, le glisse dans son sac. À 72 ans, elle s'installe chez sa sœur Marguerite à Riom. Une maison tranquille avec un petit jardin. Elle y cultive des tomates et lit des romans qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Mathéo vient la voir tous les dimanches avec Hélène et les enfants. Ils déjeunent ensemble. Parlent de tout et de rien. De l'école, des élèves, des saisons. Ils ne parlent presque jamais de 1943. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être répétées pour rester vraies. Jeanne meurt en 1972, dans son sommeil, un matin de septembre. 80 ans. Marguerite la trouve paisible, les mains croisées sur la couverture. Pas de drame, pas de dernière parole théâtrale. Juste une femme qui s'est endormie et n'est pas réveillée. Mathéo assiste aux funérailles avec Juliane, maintenant âgée de 66 ans, la main tremblante sur sa canne mais l'esprit toujours vif. Il ne pleure pas. Il reste debout près de la tombe, silencieux, pendant que le prêtre récite les prières d'usage. Après la cérémonie, Marguerite tend à Mathéo une petite boîte. Elle voulait que tu aies ça. À l'intérieur, le dessin. Et une lettre, écrite de la main de Jeanne. Mathéo lit, seul, dans sa voiture. Mathéo, tu m'as appris que protéger quelqu'un, ce n'est pas le cacher. C'est lui faire de la place. Merci de m'avoir montré que l'enseignement n'est pas seulement transmettre des leçons, mais aussi offrir un refuge. Continue de faire de la place pour ceux qui en ont besoin. Jeanne. Il plie la lettre, la range dans son portefeuille. Elle y restera jusqu'à sa propre mort. 1. Mathéo devient directeur de l'école des filles, rebaptisée depuis École primaire publique Jeanne Morin. La mairie a accepté la proposition de renommer l'établissement en son honneur. Pas pour acte de résistance héroïque. Pas pour combat glorieux. Simplement pour 33 ans de service à l'éducation. Parce que parfois, les vrais héros ne veulent pas de monument. Le premier jour dans son nouveau bureau, Mathéo accroche la photographie de 1943 sur le mur. Pas dans le hall public. Dans son bureau, où il peut la voir chaque matin, où elle lui rappelle pourquoi il est là. Un matin de septembre 1975, le premier jour de la rentrée, un homme d'origine vietnamienne frappe à la porte du bureau. Il tient la main d'un garçon de 8 ans, maigre, les yeux baissés, un sac en plastique contenant ses affaires. « Monsieur le directeur, mon fils vient d'arriver de Saigon. Il ne parle pas bien français. Il a manqué beaucoup d'école. Je ne sais pas s'il peut rester ici, mais... » Mathéo regarde le garçon, voit les épaules rentrées, les mains dans les poches. Le silence qui dit plus que les mots. « Comment tu t'appelles ?»« Nguyen. » Mathéo se lève, va au tableau noir qu'il garde dans son bureau pour les calculs rapides. Écrit à la craie. « Nguyen Morin. » Puis se tourne vers le père. « Il peut rester. Nous avons de la place. »
Le père hésite. « Vous êtes sûr ? Les papiers ne sont pas tous en ordre. » Matteo sourit. Les papiers s'arrangent toujours. Ce qui compte, c'est qu'ils apprennent. Ce jour-là, Nguyen entre dans une classe de 32 élèves, devient le 33e. L'institutrice, Madame Blanc, jeune femme de 28 ans, lui donne un tablier emprunté et le place près d'une fille qui s'appelle Sophie. Sophie partage son encre avec lui pendant la première leçon d'écriture. Matteo, depuis la fenêtre de son bureau, observe la scène dans la cour de récréation. Nguyen reste près du mur, les mains dans les poches. Puis un garçon s'approche, lui montre une bille, commence à expliquer les règles. Et dans ce geste simple, ordinaire, Matteo voit l'écho de Louis Perrier, qui lui avait appris la même chose 32 ans plus tôt. 1. Juliane meurt. 82 ans. Cancer du poumon. Matteo est à ses côtés dans la petite chambre de l'hospice. Les derniers mots de Juliane sont simples. Tu as bien fait de garder les deux noms. On a besoin de se souvenir d'où on vient et de qui nous a sauvés. 2. Matteo a 50 ans. Ses propres enfants sont adultes maintenant. L'un est médecin, l'autre enseignante. Hélène prend sa retraite de l'enseignement aussi. Ils achètent une petite maison à la campagne, mais Matteo continue de diriger l'école. Parce que ce n'est pas un travail, c'est une promesse. Un jour, un journaliste du journal local, La Montagne, vient faire un article sur l'école pour les 40 ans de la Libération. Il voit la photographie de 1943 dans le bureau de Matteo. Demande l'histoire. Matteo hésite, puis raconte. Pas tout, juste l'essentiel. Un garçon qui avait besoin d'un endroit sûr. Une institutrice qui a fait de la place. Une classe qui a protégé sans poser de questions. L'article paraît. Quelques lignes seulement. Pas de grande révélation. Pas de scandale. Juste une note en bas de page de l'histoire locale. Mais après sa publication, Matteo reçoit une lettre. Une vieille dame de 87 ans, vivant à Paris, écrit qu'elle a lu l'article, qu'elle aussi avait été cachée dans une école pendant la guerre, qu'elle n'en avait jamais parlé parce qu'elle pensait que c'était juste un petit geste sans importance. Matteo lui répond « Les petits gestes sont parfois les plus importants, parce qu'ils sauvent des vies sans faire de bruit. » 1. Matteo prend finalement sa retraite. 55 ans, pas pour raison de santé, mais parce qu'il est temps de laisser la place aux plus jeunes. La nouvelle directrice, Madame Lemoine, lui demande s'il veut emporter des objets de son bureau. Non, laissez la photographie ici, pour que celui qui viendra après moi se souvienne aussi. Mais il prend le dessin que Jeanne lui avait laissé, et la lettre d'Anna, celle qu'il n'a jamais ouverte. Il a 55 ans maintenant. Peut-être qu'il est temps. Chez lui, le soir, il s'assoit dans le jardin. Hélène lui tient la main. Il ouvre l'enveloppe jaunie. Lis. Mon petit Matteo, si tu lis ceci, c'est que je ne suis pas revenue. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte pour te protéger. Mais souviens-toi que ta mère t'a aimé plus que sa propre vie et qu'elle a fait le seul choix possible. Te laisser où tu serais en sécurité. Ne me cherche pas. Construis ta vie. Sois heureux. Je t'aime. Maman. Il plie la lettre, la range dans la boîte où il garde les quelques objets précieux de sa vie. Puis dit à Hélène. Elle avait raison. Elle était plus forte qu'elle ne le croyait. 1. Matteo a 70 ans. Un matin, il reçoit un appel de l'école. Madame Lemoine a quelque chose à lui montrer. Il s'y rend avec Hélène, marchant lentement dans les rues, qu'il connaît par cœur. Dans le bureau du directeur, la nouvelle directrice lui montre un projet des élèves de CM2. Ils ont fait des recherches sur l'histoire de l'école pendant la guerre. Ont trouvé la photographie. Ont interrogé d'anciens élèves. L'un d'eux, Louis Perrier, maintenant âgé de 70 ans aussi, a raconté l'histoire de Mathuret. Les enfants ont créé une exposition temporaire dans le hall. Des panneaux expliquant le contexte historique. Le refuge espagnol après 1939. Les 847 réfugiés à Clermont-Ferrand. Les écoles sous supervision. Et au centre, la photographie agrandie. Un des élèves, une fille de 11 ans nommée Léa,
s'approche de Matteo. Vous êtes vraiment le garçon sur la photo? Oui. C'était comment? Matteo réfléchit. Terrifiant. Mais j'avais une institutrice courageuse et des camarades qui ont choisi de me protéger au lieu de me trahir. C'est ce qui fait la différence. Léa hoche la tête, sérieuse. Nous aussi, on ferait ça. On protégerait quelqu'un qui aurait besoin. C'est bien, c'est ce que l'école devrait toujours faire. L'exposition dure 2 semaines. Puis les panneaux sont rangés. La photographie retourne dans le bureau du directeur. Parce que ce n'est pas un musée, c'est un rappel quotidien pour celui qui dirige que sa responsabilité n'est pas seulement d'enseigner, mais de protéger. 1. Matteo a 75 ans maintenant. Sa santé décline doucement. Hélène aussi vieillit, mais ils sont ensemble, dans leur petite maison, entourés de leurs enfants et petits-enfants. Un dimanche après-midi, sa petite fille Clara, 10 ans, lui demande « Grand-père, c'est vrai que tu as eu 2 noms ?» « Oui. Pourquoi ? Parce que parfois, pour survivre, il faut changer de nom. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nom. C'est qui tu es vraiment. Et qui sont les gens autour de toi. Clara réfléchit. Et toi, qui tu es vraiment? Matteo sourit. Je suis un homme qui a eu de la chance d'avoir des gens courageux dans sa vie et qui a essayé de passer cette chance aux autres. Aujourd'hui, en 2025, la photographie existe toujours. Pas dans les archives municipales, pas dans un musée. Elle se trouve dans le bureau du directeur actuel de l'école primaire publique Jeanne Morin, à Rocher au mur, juste à côté du tableau où chaque première semaine de septembre, le directeur demande à tous les élèves d'écrire leur nom. Parce que les noms importent. Parce que chaque enfant mérite d'être appelé. Parce qu'une salle de classe peut être le lieu le plus sûr du monde, pas parce qu'elle cache, mais parce qu'elle accueille. Et au dos de la photographie, une inscription à l'encre décolorée, écrite de la main de Matteo en 1990, avant de partir à la retraite. Pour celui qui viendra après moi, faites toujours de la place pour celui qui en a besoin. Matteo Riera, dit Mathuret. Dit, la photographie que le 12 novembre 1943 aurait pu être une preuve d'accusation est devenue la preuve que parfois, un simple geste de courage ordinaire peut sauver non seulement une vie, mais transmettre une leçon qui traverse les générations. Que protéger n'est pas cacher. Que l'éducation n'est pas seulement instruire. Et qu'un enfant qui regarde une ombre au lieu de la lumière cherche simplement quelqu'un pour le protéger du monde trop dangereux autour de lui. Et que cette ombre, aussi fragile soit-elle, peut être le plus solide des abris. Cette histoire fictionnelle nous rappelle que le courage ne se trouve pas toujours dans les grands gestes, mais souvent dans les choix silencieux. Ce qu'on fait quand personne ne regarde. Jeanne n'a pas brandi d'armes. Elle a simplement ouvert une porte. Et parfois, ouvrir une porte suffit à sauver une vie. Parce qu'enseigner, c'est aussi protéger. Parce qu'aimer, c'est parfois garder le silence pour laisser l'autre grandir. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a offert un refuge au moment où tout semblait perdu? Pensez-vous que la bonté ordinaire peut vraiment changer le cours d'une vie? Écrivez le mot « abri » dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous connaissez une histoire de vos grands-parents, de votre famille, ou d'un ancien voisin qui mérite d'être racontée, partagez-la. Elle pourrait inspirer nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et cliquez sur la vidéo suivante. Une autre histoire humaine, émouvante et pleine de sens vous y attend.